Bienvenue dans cette première case du calendrier de l'Avent de l'horreur. Et pour ceux qui n'ont pas toutes les subtilités de ce calendrier, je vous conseille d'aller voir cette vidéo. C'est important, en tout cas si vous voulez participer à quelque chose, et pourquoi pas gagner peut-être un cadeau. Et pour ceux qui sont prêts, alors pour commencer ce magnifique mois de décembre et de Noël, nous allons mettre les femmes à l'honneur, les femmes tueuses plus précisément, dans la joie et la bonne humeur de Noël. Alors venez avec moi dans les tréfonds des femmes criminelles. Générique. Connaissez-vous Locuste, l'empoisonneuse? Déjà dans l'Antiquité, on se méfiait des femmes. Loin d'être considérées comme innocentes, on croyait même que certaines possédaient des dons surnaturels et qu'elles les utilisaient pour tuer. Des récits attestent l'existence de présences féminines meurtrières comparables aux sorcières. On retrouve d'ailleurs dans les satires de Horace, dans le 1er siècle avant Jésus-Christ, la mention de la présence de femmes rôdant autour de tombeaux et poussant des cris comparables à ceux des chiennes. Dans son œuvre La Pharsale, le poète latin Lucain, 1er siècle après Jésus-Christ, évoque quant à lui une femme ayant le pouvoir d'interroger les morts pour connaître l'avenir. Il la décrit étroitement liée à l'enfer et explique qu'elle vit dans un tombeau au milieu des ossements et des corps en putréfaction, facilitant ses transes au cours desquelles elle émet des hurlements aussi forts que ceux d'une louve. Cette croyance est d'autant plus ancrée qu'elle est alimentée par la présence des premières femmes criminelles, dont Locuste. Locuste a vécu au 1er siècle après Jésus-Christ et elle est considérée par beaucoup comme étant la première tueuse en série connue de l'histoire. Tueuse professionnelle, elle aurait été employée par Agrippine, mère de Néron, pour préparer le poison destiné à Claude, le mari de cette dernière. On raconte aussi qu'elle avait pour coutume d'ingurgiter d'infimes doses de son poison pour en être immunisée. Ce poison était confectionné à partir de champignons mortels. À la mort accidentelle de Claude, Néron accéda au trône. Peu après avoir empoisonné plusieurs autres victimes, Locuste fut arrêté. Comme il lui était reconnaissant de lui avoir permis d'accéder au trône, Néron la fit libérer contre la promesse d'empoisonner Britannicus, fils de Claude et héritier légitime du trône. Locuste s'en chargea aussitôt, mais dut s'y prendre à 2 reprises pour que son poison fasse effet. Dès lors, l'empoisonneuse jouit de la protection de Néron jusqu'au malheureux suicide de l'empereur en 68. Officiant en toute impunité, reconnue par tous comme l'empoisonneuse de l'Empire, Locuste fut vite la cible de ses ennemis. 7 mois seulement après le décès de son protecteur, elle fut condamnée par l'empereur Galba. Pour sa sentence, elle aurait été publiquement violée par un animal dompté à cette fin et donnée en pâture aux bêtes sauvages. Une fin terriblement violente. On ignore toujours le nombre exact des victimes de l'empoisonneuse, mais il pourrait s'élever à plus de 100. Parce qu'une histoire n'était pas suffisante, connaissez-vous aussi Elisabeth Báthory, qui est certainement, avec Vlad Tepes et Gilles de Rais, le personnage historique sanguinaire qui a le plus alimenté les croyances et les peurs populaires. Sa cruauté a traversé les frontières et le temps au point d'être gravée dans l'inconscient collectif. Comtesse sanglante pour les uns, comtesse Dracula pour les autres, la barbarie avec laquelle elle s'est acharnée sur ses victimes lui a valu la réputation de vampire. De personnage historique, Báthory est devenu personnage de légende et de mythe. Je vais donc vous raconter la vraie histoire d'Elisabeth Báthory. Dans la Hongrie du XVe siècle, Elisabeth naît au sein d'une vieille famille aristocratique puissante dont les membres étaient connus pour avoir pratiqué l'inceste et être particulièrement cruels, pervers, sadiques et s'adonner pour certains au culte de Satan. Elisabeth avait les traits fins, le teint pâle et répondait en tout point aux critères de beauté de l'époque. Une beauté qui semblait être un paradoxe avec son comportement agressif, résultat d'une éducation particulièrement perverse. Vous l'aurez compris. Son oncle, adepte du satanisme, l'initia au culte du démon et une tante lesbienne lui montra les plaisirs de la flagellation infligée à autrui. Sympa la famille. Elisabeth était aussi d'une santé fragile, des migraines
migraines incessantes, des évanouissements fréquents, dont certains affirmaient qu'il s'agissait des signes d'une possession démoniaque. À l'âge de 15 ans, elle est mariée au comte Ferenc Nadasdy, lequel possédait plusieurs châteaux et demeures pourvus de cachots qui devinrent vite des salles de torture où la comtesse pratiquait son art. Durant les longues absences de son mari, pendant lesquelles Elisabeth se sentait délaissée, elle occupait une partie de son temps à forniquer avec des hommes et des femmes qu'elle choisissait selon ses envies, et l'autre partie du temps à s'admirer devant son miroir. Une fois lassée de son image, pour tromper l'ennui, elle s'amusait à torturer ses domestiques, leur entaillant des parties du corps, les fouettant et même en leur arrachant les cheveux. Elisabeth était aussi agacée par la façon dont sa belle-mère insistait pour qu'elle lui donne des descendants, ce qu'elle lui offrit d'ailleurs au terme de la 10e année de mariage. Privée d'instinct maternel, elle délaissa aussitôt ses enfants. Les domestiques, quant à eux, craignaient les visites de la belle-mère, qui mettait la comtesse dans une colère telle qu'aussitôt partie, elle se défoulait sur eux. Imaginative, elle inventait des supplices dignes des plus grands bourreaux. Elle introduisait par exemple des aiguilles sous les ongles, sous le cuir chevelu ou dans les lèvres de ses domestiques. Et elle mordait leur corps jusqu'à ce que jaillisse le sang. J'ai oublié de préciser, mais oui, c'est très violent. Donc, si vous n'êtes pas prêt, eh ben arrêtez-vous là parce que c'est pire après. Aucune partie de l'anatomie de ses victimes n'était épargnée. Elle aimait aussi attacher ses proies et les regarder se vider de leur sang. D'autres victimes étaient offertes, après avoir été recouvertes de miel, aux fourmis, aux abeilles et à tous les insectes voulant participer au festin. Parfois, son mari se joignait au jeu morbide de la comtesse, mais certains prétendent qu'il y participait davantage par crainte des représailles de son épouse s'il refusait d'apporter son aide. Mais un jour, son compagnon meurt dans des circonstances étranges. Une fois veuve, la comtesse s'offrit un temps plein dans ses salles de torture, toujours plus avide d'élaborer des pratiques originales, répondant à ses fantasmes sadiques croissants. Elle aimait les jeunes filles, surtout les vierges. Elle faisait enlever par des domestiques qui lui étaient dévoués. Elle organisait des séances d'humiliation, les déflorait à l'aide d'objets tout droit sortis de son imagination et réalisés par ses complices. Elle recrutait de plus en plus de domestiques, venus des campagnes avoisinantes, que personne ne revoyait plus. Elle profitait de son pouvoir pour faire taire les soupçons des familles de paysans qui s'inquiétaient du sort réservé à leurs filles. Elle s'offrit même le luxe de parcourir les campagnes, brandissant son outil de torture fétiche qui permettait de scalper ses victimes, et elle exigeait même des volontaires. Et contre rétribution, certains acceptaient d'offrir leurs filles à la folie de la comtesse, et allait même jusqu'à les maintenir fermement pendant qu'elle jouait avec son arme diabolique. Parfois, lassée d'arracher des crânes, elle passait au nez, ou tranchait des seins, des fesses, des mains. Rien ne pouvait lui être refusé. Elle s'acharnait, se déchaînait, ce qui lui procurait une ivresse jouissive, qui s'achevait le plus souvent par un évanouissement. Les complices en profitaient alors pour se débarrasser des corps. Au début, rapidement enterrés, puis jetés dans la nature, jusqu'à ce que la putréfaction fasse son œuvre. Ou alors, ils étaient offerts aux charognards. Mais vous pensiez qu'on était largement au maximum? Mais non. Elisabeth mit au point une autre invention diabolique. Une cage aux dimensions surhumaines, à l'intérieur de laquelle pointaient des lames de fer aiguisées. Elle forçait des jeunes filles à y entrer nues, et une fois attachées, elles étaient suspendues par un système de poulies. Alors, un domestique, et parfois Elisabeth elle-même, tournait une manivelle qui rétrécissait les parois de la cage, dont les lames perforaient la victime de toutes parts. D'autant plus quand elle se débattait. C'est sot, mais dans la vraie vie. Wow. On raconte que la comtesse, face au spectacle qu'elle s'offrait, était toujours prise de fou rire et se mettait par moments à chanter. Puis les années passaient, et la peur de vieillir et le passage du temps qui commençait à marquer son visage firent sombrer Elisabeth dans une rage démentielle. Elle fut convaincue que le sang humain, et plus précisément celui de jeunes filles vierges, était source de régénérescence. Et vous connaissez la suite. Elle décida alors de saigner ses victimes et d'en récupérer le sang destiné à remplir sa baignoire. Elle ne se contentait pas toujours de s'y émerger, elle en avalait même quelques gorgées, pour que son remède miracle contre la vieillesse soit plus efficace. Mais ses bains de jouvence ayant exterminé toutes les vierges aux alentours, elle fut contrainte de se tourner vers les jeunes filles issues de la noblesse. Elle fit savoir qu'elle désirait offrir à 25 jeunes filles la chance d'apprendre les codes de l'aristocratie hongroise et de leur inculquer les bonnes manières. Ouais, c'était un sacré piège. Or, la disparition des 25 jeunes nobles éveilla l'intérêt du roi de l'époque qui ordonna une enquête. Elisabeth fut enfin découverte en pleine séance de torture. Ses complices furent aussitôt arrêtés, jugés et exécutés. Quant à Báthory, déchue de son immunité, elle fut tout de même épargnée par la torture publique qui a été infligée à ses complices. Il fut condamné à l'enfermement à vie dans une cellule de son château, sans porte ni fenêtre, dans laquelle on la retrouva morte 3 ans plus tard. Aujourd'hui encore, on ne saurait chiffrer le nombre exact de victimes ayant croisé la route de la comtesse sanglante, mais il se situerait entre 300 et 600. Une histoire vraiment, vraiment horrible.
Et c'est déjà la fin de cette première case du calendrier de l'Avent de l'horreur, j'espère qu'elle était bonne. On se retrouve demain pour une nouvelle case, peut-être encore plus délicieuse, qui sait. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, faut qu'à la fin de ce calendrier de l'Avent, nous ayons atteint les 10 000 abonnés. Alors aidez-moi et soutenez-moi pour ce travail, merci la famille. Et moi, je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez, et je vous dis à demain. Kiss.